En Corée du Sud, la prostitution est interdite depuis des décennies. Pourtant, elle continue de prospérer chaque jour, dans des quartiers absents des cartes touristiques, où des femmes vivent sous des règles qu'aucun tribunal n'a édictées, des horaires que personne n'a fixés, des paiements qui ne se négocient pas et des conditions que nul n'ose remettre en question. Certaines y sont entrées simplement pour survivre. D'autres ont été happées par des réseaux qui savaient exactement qui cibler. Beaucoup ont tenté de s'enfuir pour découvrir que partir est bien plus difficile qu'entrer. Même si la loi les stigmatise comme criminels, des milliers de femmes restent piégées, sans protection, sans droit, sans voix. Comment se fait-il que dans l'une des nations les plus strictement contrôlées au monde, tout cela se poursuive ouvertement, sans que personne n'y mette fin? Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, je vous y emmène. Commençons. La loi qui a effacé tout un monde de la vue. Jusqu'à l'année 2004, le commerce du sexe en Corée du Sud se pratiquait ouvertement dans des quartiers désignés. Des rues entières s'illuminaient en rouge la nuit, avec des femmes attendant derrière des vitres les clients qui passaient. La police le savait, le gouvernement le tolérait, et les chiffres confirmaient son poids dans l'économie. À cette époque, on estimait que ce commerce représentait entre 1,6 et 4% du produit intérieur brut de la Corée du Sud. Des milliers d'établissements fonctionnaient en plein jour. Des motels au bordel portant des noms ressemblant à ceux de salons de beauté. Tout le monde savait qu'ils existaient, mais la plupart préféraient détourner le regard. Les femmes qui y travaillaient suivaient leurs propres règles tacites. Elles savaient quand les descentes auraient lieu, quelles rues étaient les plus sûres et comment éviter les ennuis. Bien que cela fût officiellement illégal depuis des décennies, les autorités choisissaient de fermer les yeux, jusqu'à ce qu'un scandale impose un changement. En septembre 2000, un incendie s'est déclaré dans un bordel de Gunsan. Les portes avaient été verrouillées de l'extérieur. Les flammes se sont propagées rapidement. 5 femmes, âgées seulement de 18 à 25 ans, ont perdu la vie, piégées à l'intérieur par leur propre employeur. La tragédie a bouleversé la nation et la pression sur les législateurs est devenue immense. À partir de là, une nouvelle loi a commencé à prendre forme. En septembre 2004, le Parlement a adopté la soi-disant loi spéciale sur le commerce sexuel. Ce n'était pas une interdiction générale, mais un ensemble de règles précises. Punir à la fois les acheteurs et les vendeurs, donner aux policiers le pouvoir de fermer les établissements et offrir un soutien financier à celles qui voulaient s'en sortir. Le premier changement est apparu dans le langage. Les travailleuses du sexe furent qualifiées à la fois de victimes et de délinquantes. Les responsables affirmaient vouloir aider, mais dans les faits, la plupart de celles qui se retrouvaient condamnées à une amende ou en prison étaient des femmes. D'énormes descentes de police ont secoué des villes comme Séoul, Busan et Daegu, marquant la fin d'une époque et le début d'une réalité bien plus complexe. Certains quartiers qui avaient fonctionné ouvertement pendant des décennies ont été effacés en quelques jours. La police arrivait avec des listes de noms, les journalistes suivaient avec leurs caméras, et les clients disparaissaient. Les femmes, elles, n'avaient nulle part où aller. Beaucoup étaient liés par des dettes envers les propriétaires de bordels. Quand les établissements fermaient, les dettes demeuraient, mais les revenus disparaissaient. Certaines tentaient de se déplacer dans d'autres villes, d'autres se tournaient vers des services clandestins, mais toutes savaient que le travail ne serait plus jamais le même. À peine un mois après l'entrée en vigueur de la loi, près de 2500 travailleuses du sexe sont descendues dans les rues de Séoul. Elles ont affronté la police, couvert leur visage de foulard, brandi des banderoles et dénoncé une loi qui les punissait sans leur offrir de réelle protection. Nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas de réseau. Comment sommes-nous censés vivre? Criaient plusieurs d'entre elles dans des interviews diffusées par les médias coréens. Certaines sont même montées sur des immeubles, avec des bidons d'essence, menaçant de s'immoler. Pourtant, le gouvernement a refusé de reculer, insistant sur sa priorité: améliorer l'image du pays et freiner la traite sexuelle. Les partisans de la loi, y compris des ONG, affirmaient qu'elle permettrait de sauver les femmes forcées dans ce commerce. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. Les statistiques ne montraient pas de réduction claire du nombre de victimes de la traite. Ce qui avait chuté brutalement, c'était la visibilité des bordels. Les données de la police révélaient que, dans les années qui suivirent, le nombre de districts de prostitution reconnus était passé de 69 à 44. Les femmes qui autrefois s'assillaient derrière des vitres se déplaçaient désormais dans des appartements privés, des chambres d'hôtel, et plus tard vers des services en ligne. Le commerce n'avait pas disparu,
Il avait simplement changé de forme. Même les responsables l'ont admis. Les rapports gouvernementaux reconnaissaient que la prostitution continuait, mais sous des formes plus difficiles à détecter. Des ruelles autrefois pleines de néons sont devenues vides, avec des vitres brisées et des devantures abandonnées. Dans certains quartiers, des commerces se sont adaptés à moitié, supprimant les vitrines, mais offrant des services sur rendez-vous. Les clients n'ont jamais disparu, mais les risques sont devenus plus lourds. Les propriétaires de bordels craignaient non pas le jugement moral, mais les amendes, les fermetures soudaines et les ordres de démolition. Pendant ce temps, la loi avait créé des fonds de réinsertion, promettant des formations dans des métiers comme la coiffure, des ateliers de couture et de petites aides financières pour redémarrer une vie nouvelle. Mais en pratique, très peu de femmes les ont acceptées. Les quartiers qu'on ne voulait pas vous montrer. À Séoul, il existait des districts que vous ne trouviez jamais sur les cartes touristiques. Et pourtant, tout le monde savait où ils se trouvaient. Les chauffeurs de taxi n'avaient pas besoin d'adresse, les rues n'avaient pas de panneaux officiels, mais il suffisait de suivre la lueur des néons pour les repérer. Le plus célèbre était Cheongnam-ni, 588. Un interminable couloir de vitrines illuminées où des femmes, vêtues seulement de sous-vêtements, s'asseyaient côte à côte derrière de larges carreaux de verre, attendant que quelqu'un s'arrête et choisisse. Cela fonctionnait comme une vitrine humaine, un passage où les hommes avançaient lentement, certains faisant demi-tour, d'autres signalant discrètement avant d'entrer. Les tarifs étaient fixes, les accords muets, tout se passait sans nom, sans papier ni contrat. L'endroit suivait des règles jamais écrites, mais respectées par tous. Dans les années 1980 et 1990, ce seul district rassemblait plus d'1 millier de femmes actives. Et Cheongnam-ni n'était pas le seul. Au nord de Séoul, Myari fonctionnait sur le même modèle, avec moins d'exposition. Au sud, autour de la gare de Yongsan, les hommes venus d'autres provinces trouvaient ce qu'ils cherchaient. Ailleurs dans le pays, chaque ville avait sa propre zone rouge. Daegu possédait Jagal-Madang, Busan, un labyrinthe de motels reliés par des ruelles intérieures. Chaque cité avait son coin, et chaque coin son style particulier. Certains quartiers accueillaient des étrangers, d'autres étaient réservés uniquement aux Coréens. Certains ouvraient en plein jour, d'autres ne s'animaient qu'à la tombée de la nuit. Mais tous avaient un point commun, la permanence. Ils avaient tenu des années, et aucune autorité n'osait les toucher. Les propriétaires des établissements n'étaient pas des figures de l'ombre venues de l'extérieur, mais souvent des habitants du quartier. Les maisons étaient modifiées pour s'adapter au commerce. Le premier étage pour l'activité, le deuxième pour le repos, le troisième pour les réunions. Pas d'affiches, pas de panneaux tape à l'œil. Tout reposait sur des codes silencieux. Un néon allumé signifiait que le lieu était ouvert. Un rideau tiré indiquait que la femme était occupée. Certaines ruelles avaient des passages couverts pour protéger les clients de la pluie ou du vent glacial. D'autres installaient des chauffages aux fenêtres pendant les hivers rigoureux afin que les femmes restent visibles aux passants. Les travailleuses tournaient entre plusieurs pièces du même bâtiment, maintenant un flux constant. Et la clientèle, ce n'étaient pas des inconnus. La plupart étaient des hommes d'âge mûr, des employés de bureau, d'anciens soldats ou des habitants plus âgés, habitués de longue date. Parfois apparaissait un jeune homme, souvent amené par un ami pour sa première expérience. Dans ces districts, on parlait peu. Les accords étaient rapides, discrets et compris de tous. Avant 2004, il existait un pacte tacite avec la police. Ces lieux n'étaient pas légaux, mais ils n'étaient pas non plus une priorité. En échange du silence et de l'absence de scandale, les bordels respectaient 3 règles simples. Pas de drogue, pas de mineurs, pas de chaos. Les agents patrouillaient, mais arrêtaient rarement quelqu'un. Lorsque des journalistes étrangers visitaient, les autorités évitaient de leur montrer ces rues. Au monde extérieur, la Corée du Sud s'affichait comme moderne, propre et technologique. Les vitrines au néon ne correspondaient pas à cette image. Alors, quand la nouvelle loi arriva, ces quartiers furent les premiers frappés. Et le coup fut brutal. En quelques jours, Cheongnam-ni s'éteignit, puis Myari, puis Yongsan. Les vitrines furent vidées, les couloirs plongés dans l'obscurité, les bâtiments scellés de bois et de métal. À Cheongnam-ni, certaines femmes tentèrent de résister, refusant de partir, affirmant qu'elles n'avaient nulle part où aller. Les propriétaires rejoignirent la protestation, mais les menaces de démolition tombaient chaque jour. Les travailleuses organisèrent des veilles nocturnes, dormant à l'intérieur pour empêcher la police ou les inspecteurs de tout détruire. Certaines, désespérées, brisèrent elles-mêmes les vitres pour éviter qu'elles soient réutilisées. Myari connut de lourdes descentes,
voitures de police bloquant les entrées, caméras filmant des scènes où des femmes étaient traînées dehors, couvertes de couvertures, poignets menottés ou fermement tenues. Les clients disparurent aussitôt. Avec la peur, la valeur des biens immobiliers s'effondra. Les propriétaires vendirent leurs bâtiments en dessous du prix du marché, et le commerce se désintégra par fragments. Chaque district connut un destin différent. Cheongyangni transforma nombre de ses bordels en cafés ou en appartements, mais les ruelles gardent encore des cicatrices. Vitres sales, cadres rouillés, ampoules cassées. À Miyari, des bars karaokés et des supérettes remplacèrent les anciennes maisons, mais une activité cachée perdura la nuit, derrière des portails clos et des portes dérobées. La gare de Yongsan fut entièrement reconstruite en centres commerciaux et hôtels, effaçant la zone rouge de la carte. À Daegu, Jagalmadang persista plus longtemps, fonctionnant avec moins d'intensité sous un voile de tolérance locale. Là, les femmes se cachaient davantage, les clients arrivaient en voiture et tout se déroulait plus discrètement. Derrière des enseignes de massage, des bars karaokés et des portes secrètes, le commerce s'adapta pour survivre. Quand les vitrines ont disparu, le commerce n'a pas cessé d'exister. Il a simplement changé de forme. Ce qui autrefois opérait au grand jour s'est caché derrière des portes miroirs, des comptoirs de réception discrets et des enseignes trompeuses. Centre de relaxation, salle de repos, café premium, bar VIP. Les noms promettaient l'innocence, mais chacun connaissait leur véritable signification. Certains avaient une entrée principale, d'autres fonctionnaient depuis des sous-sols ou des portes dérobées connues seulement des habitués. Presque tous reposaient sur l'argent liquide, ne laissant aucune trace. Les vrais noms et numéros personnels n'étaient jamais utilisés. Chaque lieu avait son style, mais tous partageaient la même réalité. Sous l'apparence de services légaux, le sexe était disponible pour ceux qui connaissaient le code. Les salons de massage furent les premiers à se développer. Faciles à camoufler, ils affichaient une licence commerciale et une pièce à la lumière tamisée, semblable à de simples centres de bien-être. Des réceptionnistes souriantes distribuaient des brochures de soins aromathérapie. Mais à l'intérieur, les clients demandaient le menu complet. Une formule codée pour obtenir davantage. Les prix variaient beaucoup. Dans le nord de Séoul, cela pouvait coûter 100 000 won. Dans le sud, le double. Le service comprenait souvent une douche, un massage corporel et un rapport sexuel sur un lit caché à l'arrière. Les travailleuses changeaient chaque semaine, rarement embauchées officiellement. Elles dormaient dans de petites chambres du même bâtiment et travaillaient presque tous les jours, sans contrat ni protection. Un autre univers était celui des room salons. Établissements luxueux déguisés en bars. Ils n'étaient pas seulement destinés à boire. Ces lieux accueillaient surtout les dîners d'affaires. Un patron y emmenait un client, ils entraient dans une salle privée et la soirée commençait par des bouteilles coûteuses. Les femmes ne se contentaient pas de servir. Elles s'assillaient aux côtés des hommes, les touchaient, les écoutaient et, si demandé, les accompagnaient ensuite à l'hôtel. Rien n'était dit directement. Les gérants se fiaient à des gestes et des phrases codées. Rien n'était écrit, rien signé. Les femmes devaient cependant payer une commission pour chaque client. Si elles ne gagnaient pas assez, elles s'endettaient auprès des propriétaires, se retrouvant encore plus piégées dans le système. Les bars karaokés privés, appelés Nora et Bang, se transformèrent aussi. Rien à voir avec les joyeuses salles familiales où s'affichaient des ballades coréennes sur des écrans colorés. Ici, l'ambiance était sombre. Des pièces à la lumière faible, des micros étouffés et de jeunes femmes entrant avec des bouteilles. Certaines étaient là pour tenir compagnie, d'autres proposaient directement des relations sexuelles. Les clients pouvaient choisir par photo, par âge, voire par accent. Les vieux classeurs de photos glacées disparurent, remplacés par des catalogues numériques. Profils montrés sur tablette ou partagés dans des groupes de discussion secrets. Et si l'on demandait pourquoi il n'y avait pas de caméra de sécurité, la réponse restait la même. La confidentialité du client. En réalité, ces lieux survivaient en flirtant avec la limite de ce que la loi permettait. Quand la police arrivait, l'excuse était simple. Ce n'est qu'un karaoké privé. Aucun autre service, aucune preuve. Mais tout le monde savait que ce n'était pas la vérité. Un autre format en plein essor fut celui des hig-hotels, littéralement, lieux de détente. Il s'agissait d'appartements dissimulés dans des immeubles résidentiels ordinaires, loués à l'heure. Les clients réservaient via des applications cryptées, des salons de discussion secrets ou des pages protégées par mots de passe. Presque aucun n'avait d'enseigne extérieure. De l'extérieur, cela ressemblait à un logement banal. Un agent à l'entrée demandait un mot de passe avant de laisser entrer. À l'intérieur, pas d'intermédiaire visible, aucun registre. Le contact se faisait directement entre le client et la femme.
Certaines proposaient des extras comme café, massage ou conversation, mais le service complet était négocié à l'avance. La plupart des zygotels n'abritaient qu'une ou deux femmes à la fois. Pour éviter d'être repérées, elles changeaient régulièrement d'adresse. Cela les rendait moins visibles, mais beaucoup plus vulnérables. En cas de problème, il n'y avait personne à appeler, et la police n'était jamais une option. Un autre phénomène apparaît. Les kiss rooms. Celles-ci n'étaient pas conçues pour des rapports sexuels, mais pour l'intimité. Baisers sur la bouche, caresses légères et souvent stimulation manuelle. Elles se vendaient comme une expérience romantique, presque cinématographique, destinée aux hommes seuls. Pour les femmes, cependant, les conditions étaient strictes et exigeantes. Tous les clients n'étaient pas acceptés. L'hygiène, l'apparence et l'âge faisaient l'objet de règles strictes. Les services étaient facturés à la minute, chaque geste comptait. Et les femmes devaient payer pour leur place. Beaucoup louaient un créneau chaque jour, ce qui signifiait que si elles n'attiraient pas assez de clients, elles devaient malgré tout de l'argent à l'établissement. Certaines s'en sortaient à peine. Et pourtant, pour beaucoup, cela semblait plus sûr que de risquer d'être exposé dans un bordel clandestin ou de subir l'incertitude du travail dans la rue. Au cœur de Séoul se trouve un parc où les bancs ne sont jamais vides. Son nom est Jongmyo. À première vue, il ressemble à n'importe quelle place ordinaire où des hommes âgés se réunissent pour lire le journal, jouer aux cartes ou regarder le temps passer. Mais si vous restez un peu plus longtemps, les détails commencent à raconter une autre histoire. Des femmes tournent lentement autour des bancs. Elles s'arrêtent près des hommes et leur tendent une petite bouteille brune. C'est du Bakchus D, une boisson énergétique bon marché. Mais ici, elle n'est pas proposée pour redonner de l'énergie. C'est la première étape. Si l'homme accepte, un échange discret commence. Pas d'offre directe, pas de questions explicites. Tout est suggéré, compris sans parole. Finalement, ils s'éloignent ensemble et se dirigent vers l'un des motels voisins. C'est devenu la routine de nombreuses femmes âgées. La plupart ont plus de 60 ans, certaines dépassent même 70, qui, sans pension ni soutien familial, se tournent vers le travail du sexe dans ce parc. Non pas par habitude, ni par plaisir, mais parce qu'il n'existe aucune autre option. Beaucoup furent autrefois épouses. Certaines ont élevé des enfants aujourd'hui partis. D'autres ont toujours vécu seules. Quand les emplois, les partenaires et les économies ont disparu, elles ont découvert une réalité amère. Il n'existait pas de véritable filet de sécurité. Les retraites publiques couvraient à peine le loyer. Quelques-unes ont essayé de vendre des articles dans la rue, d'autres de faire le ménage. Mais quand l'âge a rendu ces activités impossibles, elles ont cherché un revenu plus rapide. Jongmyo est devenu leur échappatoire. Ce n'était pas légal, ce n'était pas sûr. Mais cela les maintenait en vie. On les a surnommées les Dames Bakchus. La boisson servait de prétexte pour aborder les hommes. Chaque service allait de 20 000 à 30 000 won, parfois moins pour les clients habituels. Les rencontres avaient lieu dans des motels à l'heure, à quelques pas seulement du parc. En hiver, les affaires ralentissaient. Au printemps, elles fleurissaient. Certaines femmes voyaient 2 ou 3 hommes par jour, d'autres seulement un. La plupart de leurs clients étaient aussi âgés, veufs, retraités, hommes vivant avec le minimum. Et beaucoup ne cherchaient pas uniquement le sexe. Certains voulaient parler, sentir une présence, éviter de manger seuls. Quelques femmes offraient uniquement de la compagnie, sans relation charnelle. D'autres facturaient le même prix, quelle que soit la rencontre. Ce qui ne changeait jamais, c'était le silence. Personne ne l'admettait ouvertement. C'était simplement compris. Les voisins savent. Les gérants des motels aussi. Mais tant qu'il n'y a pas de scandale, rien ne bouge. La dynamique n'a pas de hiérarchie. Pas de patron, pas de syndicat, pas d'intermédiaire. Chaque femme travaille seule. Certaines se reconnaissent entre elles, mais la rivalité est fréquente. Si l'une baisse son prix, les autres protestent. Si l'une cause des problèmes, on essaie de l'écarter. Aucun code écrit n'existe, mais des règles tacites sont appliquées. Pas de bruit, pas de scène. Si un client devient violent, la seule défense est de prévenir un autre homme à proximité ou de fuir. Certaines portent du gaz au poivre, d'autres évitent simplement les situations plus risquées. Il n'y a ni numéro d'urgence, ni protection. Si l'une disparaît, personne ne pose de questions. Si l'une meurt, l'histoire se réduit à une brève note dans un journal. Les autorités savent parfaitement. Parfois, elles organisent des descentes. Elles expulsent les femmes, les interrogent, notent des noms, mais elles ne portent pas plainte, ni n'apportent d'aide. Elles se contentent de leur dire de partir, car le parc est un lieu public. Les femmes s'en vont, puis reviennent le lendemain, car il n'y a nulle part ailleurs pour gagner leur vie. L'aide de l'État est dérisoire. Certaines reçoivent moins de 200 000 won par mois, alors que les loyers alentours coûtent plus du double.
Sans propriété ni économie, il ne leur reste que le temps et la nécessité. Et à Jongmyo, cela se traduit par la survie. Les motels entourant le parc se sont adaptés. Petites chambres, tarifs à l'heure et un pacte tacite de discrétion. Les réceptionnistes reconnaissent les visages familiers. Ils ne posent pas de questions. Ils prennent l'argent, tendent une clé, et à la fin du temps, ils nettoient sans commentaire. Certaines femmes laissent un pourboire, d'autres demandent un crédit. Des vendeurs se sont également installés à proximité, vendant des sous-vêtements, des lotions, des mouchoirs, les bases de leur activité. Ils ne font pas de publicité, mais tout le monde sait qui achète quoi. Et personne ne pose de questions. Tant qu'il y a du mouvement, les affaires continuent. La presse coréenne a déjà évoqué le sujet, mais jamais longtemps. Certains articles le présentent comme une réalité sociale tragique, d'autres comme un problème de santé publique. Mais aucun n'apporte de solution. Seulement des statistiques. Plus de 400 femmes actives à Jongmyo, certaines souffrant de maladies non traitées, des motels ne respectant pas les normes d'hygiène de base. Et pourtant, après chaque reportage, rien ne change. Les caméras repartent, les articles s'archivent, et les femmes restent, suivant la même routine silencieuse, dans le même parc, jour après jour. Lorsque les bordels visibles ont fermé et que la police a réprimé les quartiers rouges, toutes les femmes n'ont pas disparu. Ce qui a surtout changé, c'est la nationalité. Dans les salons de discussion en ligne, dans les annonces diffusées par messagerie, ou encore sur les listes de femmes travaillant dans les salons de massage, de plus en plus de noms apparaissaient dans des langues étrangères. En quelques années seulement, de nombreuses Coréennes avaient quitté ce milieu ou s'étaient enfoncées dans l'ombre. Elles furent remplacées par des étrangères. Certaines savaient ce qui les attendait. D'autres croyaient venir travailler comme danseuses, chanteuses ou serveuses. Mais une fois en Corée, toutes se retrouvaient dans le même cycle. Petites chambres louées, horaires interminables, paiement en liquide, aucun droit. Le changement fut d'abord visible près des bases militaires américaines. Pendant des décennies, ces quartiers avaient employé des Coréennes au service des soldats, dans des clubs, des bars et des pensions où tout était strictement contrôlé. Mais quand de moins en moins de Coréennes acceptèrent ce travail, les recruteurs se tournèrent vers l'étranger. La première vague fut composée de Russes et d'Ukrainiennes. Attirés par des contrats d'artistes, leurs passeports portaient des visas de divertissement. Pourtant, à l'arrivée, il n'y avait ni micro ni scène, seulement des tables, des bouteilles et des clients. Si elles refusaient, leurs papiers étaient confisqués. Si elles se plaignaient, on les menaçait de les dénoncer pour travail illégal. Sans documents et sans échappatoire, beaucoup restèrent piégés. Puis vinrent les Philippines. Elles aussi avaient cru à la promesse de chanter dans des clubs ou de servir dans des hôtels. Mais dès l'aéroport, elles étaient embarquées dans des voitures banalisées, conduites dans des maisons et enfermées jusqu'à ce qu'elles acceptent les conditions. Leurs téléphones étaient saisis, leurs plannings imposés, leurs clients désignés. On leur expliquait qu'elles avaient une dette. Billets d'avion, logement, repas. Tant que cette dette n'était pas réglée, elles ne pouvaient partir. Sans langue coréenne, sans contact, sans idée de comment demander de l'aide, la plupart restaient silencieuses. Certaines passaient des années à ne voir que la même rue étroite, le même lit, le même visage de celui qui contrôlait chacun de leurs gestes. Après 2010, le profil changea encore. Les Russes devinrent plus difficiles à recruter. Les Philippines refusèrent toute offre. Alors ce furent des Chinoises qui arrivèrent. Beaucoup venaient de provinces rurales, chargées de dettes familiales ou poussées par des agences leur promettant des emplois bien payés à l'étranger. On leur délivrait des visas touristiques ou des faux papiers. Une fois en Corée, elles étaient installées dans des appartements déguisés en salons de massage. Pas d'enseigne, pas de nom commercial. Les clients passaient par des forums privés. Chaque femme était identifiée par un code, ses coordonnées envoyées par message, l'adresse, l'heure, le prix. Les paiements se faisaient toujours en liquide. Aucun reçu, aucun contrat. Les femmes vivaient là où elles travaillaient, dormant sur de minces lits à côté de la salle de traitement. Si elles voulaient partir, elles devaient prévenir l'agence. Si l'une s'échappait, une autre était aussitôt envoyée. Ces centres se multiplièrent dans les quartiers résidentiels. De l'extérieur, ils ressemblaient à de simples appartements. Parfois, aucune étiquette sur les sonnettes. Parfois, seulement une caméra fixée dans le couloir. Les voisins disaient ne rien savoir, mais dans certains immeubles, plusieurs appartements fonctionnaient en parallèle. Dans les dossiers de police, ils apparaissaient comme des salons de massage illégaux. De temps en temps, il y avait des descentes, 2 ou 3 femmes arrêtées, leurs informations notées, puis l'expulsion. Mais dès le mois suivant, de nouveaux locataires s'installaient. Les agences en Chine continuaient d'envoyer des femmes,
changeant leur nom, leur ville, leur passeport. Et les affaires poursuivaient leur cours sans être inquiétées. Celles qui travaillent dans cette industrie n'ont ni contrat, ni assurance, ni patron pour les défendre. Seulement des clients, des règles non écrites apprises dans la douleur, et des horaires qui effacent les week-ends et les jours fériés. Beaucoup commencent à 5 heures du soir et terminent à 4 heures du matin. Certaines travaillent tous les jours sans pause. Si elles tombent malades, elles perdent leurs revenus. Si elles manquent un service, elles perdent leur place. Personne n'accorde de congé. Les femmes des salons de massage dorment dans des pièces sans fenêtres. Celles des bars se reposent dans des réserves à l'arrière. La plupart ignorent même qui les recevra chaque nuit. Elles ne peuvent pas négocier. Elles ne peuvent qu'accepter ou partir. Et si elles partent, une autre attend déjà pour les remplacer. Les abus viennent non seulement des clients, mais aussi des propriétaires et des gérants qui dictent les règles et décident de la valeur de leur temps. Si elles gagnent moins que prévu, leur punition est moins de service. Si elles se plaignent, elles disparaissent de la liste. Si elles refusent, elles sont remplacées. Certains établissements imposent des quotas, un nombre minimum de clients par nuit. Ne pas l'atteindre signifie devoir payer la différence en argent liquide. L'utilisation des chambres, les vêtements, les cosmétiques, tout est déduit de leurs revenus. Beaucoup terminent le mois sans rien, malgré un travail quotidien. Et avec les clients, il n'y a aucune garantie non plus. Certains paient, d'autres partent sans laisser une seule pièce. Certains sont polis, d'autres insultent, crient, voire frappent. Certains les filment en secret. D'autres menacent de publier les vidéos si elles refusent une nouvelle rencontre. Peu portent plainte. Celles qui le font finissent souvent ignorées, leurs dossiers perdus dans des archives policières qui n'aboutissent jamais. Si une femme arrive avec des ecchymoses et avoue que cela s'est produit durant un service, la première question posée est pourquoi elle se trouvait là. Il n'y a aucune protection, aucun filet de sécurité légal, seulement la peur. La peur les maintient dans le silence, et la pression esthétique ajoute une autre couche de violence. Dans les établissements les plus exigeants, il ne suffit pas d'être jeune ou de savoir plaire à un client. On exige un certain visage, un certain corps. Certaines femmes subissent des opérations chirurgicales uniquement pour rester dans le métier. D'autres le font pour améliorer leur statut. Les nouvelles investissent souvent dans une rhinoplastie, une chirurgie des paupières ou du menton, voire une augmentation mammaire. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la survie. La chirurgie signifie des tarifs plus élevés. Et les établissements préfèrent celles qui correspondent aux standards présentés dans les catalogues. Celles qui n'y correspondent pas sont discrètement rétrogradées. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le sait. Les cliniques proposent discrètement des forfaits spéciaux pour les femmes de ce milieu. Elles ne les annoncent pas, mais l'industrie reconnaît les signes: coûts réduits, paiement échelonné et procédures rapides. Personne ne demande d'antécédents médicaux ni de profession. Certaines femmes subissent plusieurs opérations en une seule année. Elles guérissent seules, en silence, puis retournent travailler sans en parler. D'autres affichent leur changement avec fierté. Entre elles, on commente la meilleure transformation. On raconte qui est passé de gagner 100 000 won à 300 000 par rendez-vous. C'est pas une compétition ouverte, mais une comparaison constante. Le corps devient un outil, le visage un investissement. Mais le prix à payer sur la santé est lourd. Infections, douleurs chroniques, fatigue. Certaines contractent des maladies transmissibles sans recevoir de traitement, faute d'accès médical. D'autres s'automédiquent. Certaines s'effondrent en plein service. Les pauses n'existent pas. Si l'une tombe, une autre est immédiatement appelée pour la remplacer. Celles qui travaillent à la commission passent des journées entières à se déplacer. Certaines voient jusqu'à 8 clients par jour. Les repas sont souvent sautés. Elles transportent des encas dans leur sac, survivant parfois seulement à l'eau sucrée. Le corps s'use vite. Les années passent rapidement. Lorsqu'elles ne correspondent plus au profil, les appels cessent. Partir n'est pas simple. Beaucoup doivent de l'argent aux recruteurs. D'autres doivent subvenir aux besoins des enfants, payer les dettes familiales ou régler des factures en retard. Si elles quittent, elles perdent tout. Elles manquent d'expérience dans d'autres métiers, manquent d'éducation, manquent de réseau de soutien. Certaines sont entrées à 19 ans et y restent encore à 35 ans. Quand elles cherchent un autre emploi, on leur demande un extrait de casier judiciaire. Si elles en ont un, elles sont rejetées. Sinon, on les interroge quand même sur leur passé professionnel. Elles ne savent presque jamais quoi répondre. Certaines inventent une histoire, d'autres ne savent même pas. Certaines femmes ne se font pas tatouer pour la mode ou pour le style. Elles le font pour effrayer. L'encre n'est pas une décoration, c'est une défense. Une manière de dire
ne me touche pas. En Corée du Sud, surtout parmi les femmes migrantes, les tatouages deviennent une forme de protection. Elles marquent leur cou, leurs bras, parfois même leur visage ou leurs doigts, avec de grandes lettres, des dessins démesurés ou des phrases étranges en langues étrangères. C'est un véritable code de survie. Car beaucoup connaissent la vérité. Des tatouages visibles réduisent leur valeur sur le marché de la traite. Ils les rendent plus difficiles à vendre. Cela ne les sauve pas totalement, mais leur donne une parcelle de contrôle. Des femmes venues des Philippines, de Mongolie, de Chine ou du Vietnam, particulièrement celles sans papier, sont des cibles privilégiées pour les mafias. On les attire avec des promesses de travail dans des salons, des restaurants ou des maisons. Mais une fois sur place, leurs passeports sont confisqués. Dès lors, deux chemins s'ouvrent. Certaines parviennent à s'échapper, d'autres se résignent. Celles qui comprennent ce qui les attend prennent une décision radicale. Elles se tatouent avant d'être forcées à travailler dans la vie nocturne. Pas de délicats papillons ni de jolies fleurs, mais de grands messages perturbateurs, conçus pour repousser. Certaines gravent des mots comme dégage, je ne suis pas à toi, ou inventent des noms bizarres qui déroutent celui qui regarde. D'autres inscrivent des phrases religieuses, des croix ou des symboles permanents impossibles à cacher sous le maquillage ou les vêtements. Elles ne se soucient pas de la douleur, du prix ou de l'apparence. Ce qui compte, c'est le signal. Ne me choisis pas, ne me vends pas, ne m'oblige pas. Pour elles, le tatouage n'est pas du style, c'est une armure. Certaines Coréennes utilisent aussi les tatouages. Non pas parce qu'elles craignent d'être vendues, mais parce qu'elles savent qu'une encre visible fera fuir certains clients. Et parfois, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Ce sont des femmes restées des années piégées dans des salons dirigés par des propriétaires abusifs, forcées de servir des hommes qu'elles méprisent, menacées par des dettes inventées sur papier, ou victimes de chantage à l'argent et à la violence. Pour elles, dire non n'est plus une option. Alors elles trouvent un autre moyen. Elles se tatouent le visage, près des yeux ou sur le cou. Des marques suffisamment voyantes pour être retirées des catalogues, suffisamment voyantes pour qu'on leur dise qu'elles ne sont plus utiles. C'est devenu leur échappatoire. Partir sans avoir besoin de fuir ou de se battre. Mais tous les tatouages ne sont pas choisis. Certains sont imposés. Les proxénètes marquent les femmes comme si elles étaient une propriété. Des initiales, des numéros ou des surnoms codés gravés dans leur peau. Des cas documentés existent de filles tatouées avec le nom d'une boîte ou même celui de leur propriétaire, inscrit sur le bas-ventre ou dans le dos. D'autres sont marqués avec des codes rudimentaires pour indiquer leur origine, leur dette ou l'argent qu'elles ont rapporté. Ces tatouages sont faits à la hâte avec une encre de mauvaise qualité dans des pièces insalubres. Beaucoup finissent infectés. Des hôpitaux ont soigné des jeunes filles avec de graves blessures causées par des aiguilles rouillées. Et pourtant, personne ne signale rien. Personne ne pose de questions. Elles sont soignées à la va-vite, puis renvoyées comme si rien ne s'était passé. Lorsque la loi spéciale interdisant le commerce sexuel fut adoptée en 2004, personne n'a demandé aux femmes ce qu'elles en pensaient. C'était une loi écrite d'en haut, remplie de discours sur la moralité, la dignité et la protection. Mais celles qui vivaient de ce travail, qui en connaissaient par cœur les codes et les risques, n'avaient même pas été invitées à la table. Il n'y eut ni scrutin, ni représentation. Elles n'avaient pas de voix propre. Seulement l'ordre. À partir de ce jour, leur travail ne compterait plus. Alors elles descendirent dans la rue, pas avec des banderoles colorées, ni des discours bien rodés. Elles apparurent, le visage couvert, des bouteilles en plastique remplies d'essence à la main, portant les mêmes vêtements ordinaires qu'elles utilisaient pour travailler. Certaines montèrent sur les toits, d'autres bloquèrent l'entrée des maisons closes. Elles ne réclamaient pas des applaudissements, elles voulaient être vues avant d'être effacées. Les protestations atteignirent à peine les journaux télévisés. Les images existaient, mais elles furent coupées. Les récits officiels les décrivaient comme des émeutes de proxénètes en colère, comme si les femmes elles-mêmes n'avaient rien à dire. Mais celles qui se tenaient là n'étaient pas des propriétaires. C'étaient des travailleuses. Certaines étaient là depuis 20 ans. D'autres venaient à peine de commencer. Toutes savaient qu'avec la nouvelle loi, elles seraient rejetées vers des recoins plus sombres et plus dangereux. Elles ne demandaient pas d'être célébrées. Elles demandaient simplement le droit de travailler sans peur. Mais personne n'écouta. Les années passèrent, et beaucoup s'adaptèrent, en se déplaçant vers d'autres zones, en changeant de méthode, en réorganisant leur système. Pourtant, quelques-unes refusèrent le silence. À la fin de l'année 2004, elles formèrent leur propre groupe, Anteo. Ce n'était pas légal, mais cela fonctionnait comme un syndicat.
Elles organisèrent des réunions secrètes, partagèrent des avertissements sur les descentes, s'échangèrent des conseils de sécurité. Elles se réunissaient dans des cafés, dans des parcs, dans des salles prêtées. Elles n'écrivaient jamais de nom, mais toutes savaient qui en faisait partie. Le mot se diffusait discrètement à travers les quartiers, par les forums en ligne et les murmures entre collègues. S'il y avait une marche, elle était annoncée par SMS. Si une femme était condamnée à une amende ou arrêtée, une collecte était organisée pour couvrir les frais. Peu à peu, d'autres réseaux apparurent. L'un s'appelait John Girls. Un autre n'existait qu'en ligne. Ensemble, elles luttaient pour prouver une chose, qu'elles n'étaient pas invisibles. Elles n'avaient ni siège social, ni logo, ni alliés politiques. Ce qu'elles avaient, ce sont des récits. Des femmes écrivant sur leur vie, expliquant comment fonctionnaient les lieux, exposant des abus que personne d'autre n'osait dénoncer. Elles ne parlaient pas comme des militantes. Elles s'exprimaient comme des travailleuses qui savaient que si elles restaient silencieuses, personne ne parlerait pour elles. Certains de leurs forums en ligne atteignaient des milliers de vues chaque semaine, mais de temps à autre, ils étaient fermés, accusés de promouvoir le crime. À chaque fois, un autre forum ouvrait. De nouveaux noms, de nouveaux canaux, de nouveaux formats, elles ne disparaissaient jamais. En 2015, lorsque la Cour constitutionnelle examina la validité de la loi, elles se mobilisèrent à nouveau. Plus de 900 femmes signèrent une pétition réclamant la reconnaissance du fait que le travail sexuel consensuel entre adultes ne devrait pas être puni. Elles se rassemblèrent devant le bâtiment de la Cour, certaines portant des lunettes noires, d'autres le visage caché par des foulards. Elles ne scandaient pas de slogans. Elles tenaient simplement des pancartes. « Nous sommes des travailleuses, pas des criminels ». La plupart des médias couvrirent à peine l'événement. Le temps d'antenne fut accordé aux organisations défendant l'interdiction, affirmant que la légalisation nourrirait la traite et que beaucoup de femmes étaient exploitées sans le savoir. Les femmes répondirent « Personne ne peut défendre les victimes de la contrainte mieux que celles qui l'ont vécue. Elles n'ont ni financement, ni riches donateurs, ni protection politique. Mais elles ont une arme, la preuve. Si une femme est détenue injustement, elles le rendent public. Si un jugement les concerne, elles l'expliquent. Si les médias mentent, elles répliquent. Elles n'attendent jamais que d'autres les défendent. Elles se défendent elles-mêmes. Avec des textes, avec des photos, avec des vidéos de 30 secondes qui révèlent plus que n'importe quel discours officiel. Beaucoup les considèrent comme petites, impuissantes, insignifiantes. Mais la vérité, c'est qu'elles ont accompli quelque chose que personne d'autre n'a réussi. Donner une voix à un secteur de la société que la plupart refusent même de nommer. Elles ne demandent pas à être comprises. Elles demandent à être entendues, à être vues sans jugement, à avoir le droit de parler sans être interrompues. Et bien qu'elles soient encore privées de reconnaissance, encore ignorées, le simple fait qu'elles tiennent debout en disant ce que personne ne veut entendre est déjà une forme de victoire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.